Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet extrêmement important dans la lutte anti-âge, l'alimentation. Il n'y a pas si longtemps de ça, j'ai vu une vidéo d'un youtubeur qui expliquait qu'à partir de certains aliments, on pouvait faire monter son taux de testostérone. Alors ça m'a beaucoup intéressé et je me suis demandé s'il y avait une alimentation idéale pour un quinquas qui voudrait à la fois préserver son patrimoine musculaire, augmenter son taux de testostérone, protéger sa peau et son cerveau et diminuer tous les risques cardiaques ou les risques de maladies qui peuvent survenir au-delà de 50 ans. J'ai croisé des données qui provenaient de coachs sportifs, de nutritionnistes ou de médecins anti-âge. J'ai lu pas mal de bouquins. J'ai compilé toutes ces informations, j'ai vérifié qu'il n'y avait pas de contre-indication et j'en ai déduit un régime alimentaire que je m'applique depuis un certain temps et qui fonctionne pas trop mal, et c'est ça que je vais vous détailler maintenant. Pourquoi vouloir absolument réorganiser son alimentation à partir de 50 ans, ou même plus tôt, parce qu'en vrai, il faudrait mieux commencer à 40 ans? Eh bien, les raisons sont multiples. Tout d'abord, on peut vouloir faire ça pour des raisons esthétiques, pour se plaire, ou pour plaire à quelqu'un d'autre. C'est pas négligeable. On peut vouloir faire ça pour limiter les problèmes cardiovasculaires que les gens âgés commencent à avoir à cause de leur manque d'activité et de leur nourriture souvent trop grasse et trop salée. On peut vouloir faire ça pour soulager ses articulations. Il faut bien comprendre que plus on est lourd, plus le poids qui pèse sur les articulations, et principalement celle du bas du corps, c'est-à-dire les genoux, est élevé. On peut vouloir modifier son alimentation pour essayer de conserver une peau de meilleure qualité. On peut modifier son alimentation pour repousser le déclin cognitif. Et enfin, on peut vouloir modifier son alimentation pour des tas d'autres petites raisons, tout simplement pour le plaisir. Il faut bien comprendre que quand on change de corps et qu'on devient plus séduisant, ou en tout cas plus mince, eh bien on a un retour de soi-même déjà. Quand on s'aperçoit qu'on maigrit, on est content. Et puis quand quelqu'un vient vous dire « Ah, t'as maigri, t'es mieux comme ça qu'avant », on est content aussi. C'est un petit shoot de dopamine, c'est toujours bon à prendre. Si toutes ces raisons ne vous suffisent pas, on peut en rajouter encore quelques-unes. Moins vous êtes gros, moins vous ronflez, donc votre compagne sera assez contente. Et puis moins vous êtes gros, moins vous suez. Moins vous êtes gros, plus vous êtes dynamique. Donc, on va pas se voiler la face. Ce qu'on cherche à faire, c'est se débarrasser de notre graisse abdominale. La graisse abdominale qui s'installe à partir du début de la quarantaine et tout au long de notre vieillesse. Si on n'y fait pas extrêmement attention, on se récupère un bide énorme qui va non seulement poser d'énormes problèmes au niveau de santé, être disgracieux, mais surtout nous rendre incapables de faire des tas de choses. Courir, monter les escaliers. Bon, moi, je n'ai pas encore de petits-enfants, mais jouer avec nos petits-enfants. Enfin, on ne sait pas. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, on a des connaissances suffisamment développées sur l'alimentation et sur l'andropause, comme j'ai déjà dit, pour nous permettre d'aborder une cinquantaine et même plus loin dans d'extrêmement bonnes conditions. Ce n'est pas une fatalité que de devenir gras, lent et puis chétif. On peut garder un corps athlétique et garder un corps musclé. Ça demande simplement un petit peu plus de travail que ce qu'on devait faire quand on avait 20 ans. Parfois, il faut tout reprendre. Moi, par exemple, il n'y a pas si longtemps, j'étais dans la classification obèse, c'est-à-dire que j'avais un IMC supérieur à 30. Je suis toujours dans la classification surpoids. Mon objectif, c'est de perdre intégralement la graisse de mon ventre, j'en ai encore beaucoup, et d'entrer dans la tranche d'IMC, de l'IMC normal. Si on n'a pas de graisse et qu'on a un IMC normal, ça veut dire qu'on est suffisamment musclé. Si on n'a pas de graisse et qu'on est en dessous d'un IMC normal, ça veut dire qu'on est chétif. Donc, la bonne combinaison, c'est 5 mm de graisse sur le pli au niveau du nombril, et puis à l'intérieur de la fourchette de l'IMC, c'est-à-dire entre 20 et 25. Eh ben allons-y.
Avant de s'intéresser aux aliments qu'il faudrait favoriser, intéressons-nous déjà aux familles de produits qu'il faudrait au minimum réduire, voire complètement annuler et retirer de notre alimentation. En supprimant ces familles de produits de votre alimentation, vous aurez déjà fait 80% de votre équilibrage alimentaire. Alors ces produits, c'est quoi? C'est le sel. On mange beaucoup trop de sel dans les pays occidentaux. Si vous supprimez tout ce qui est chips, plats préparés, charcuterie, fromage, ou que sais-je, tout ce qui est salé, bah vous aurez encore assez de sel dans tout le reste pour vos besoins. Le sel, c'est extrêmement dangereux, hein, ça donne de l'hypertension et ça provoque l'ostéoporose. Donc il faut absolument enlever le sel de votre alimentation. Deuxième famille de produits qu'il faut supprimer, c'est tous les produits ultra transformés. Les produits ultra transformés, ce sont les produits donc on vend dans des boîtes, les biscuits, les gâteaux, les plats préparés ou que sais-je, enfin tous ces produits qui sont faits à partir d'assemblages d'autres produits. En France, on a le Nutri-Score, mais il existe une autre classification qui s'appelle Nova et qui range tous les produits ultra transformés dans une catégorie. Et donc, si vous avez un lecteur de code barre là, qui teste les alimentations, c'est très intéressant parce que ça vous permet tout de suite de voir si le produit est OK ou pas. Vous allez voir, ils sont quasiment tous ultra transformés. Donc ça, il faut éliminer. Troisième famille de produits qu'il faut supprimer, c'est le pain. Le pain et toutes les viennoiseries et gâteaux qu'on trouve autour. En gros, c'est pas compliqué, tout ce qui est vendu dans une boulangerie ou une pharmacie, dans une boulangerie ou une pâtisserie, il faut commencer à réfléchir à ne plus en manger. Alors pourquoi? Tout d'abord, dans le pain, il y a aussi énormément de sel, beaucoup trop. Vous mangez une demi-baguette de pain, vous avez votre quota de sel pour la journée. Voilà. Et ça, c'est sans tout ce que vous allez manger à côté. Toutes les farines raffinées qui donnent le pain blanc sont absolument pas intéressantes puisque tous les nutriments ont été supprimés. Donc à la limite, si vous voulez manger un peu de pain complet, vous pouvez. Mais le mieux, c'est de supprimer le pain. Pourquoi? Parce que le pain, ça vous pousse à manger du fromage. Le pain, ça vous pousse à manger de la confiture. Le pain, ça vous pousse à manger de la charcuterie. On peut s'en passer, moi ça fait plusieurs mois que j'en mange plus, au début ça m'a un peu manqué, et puis bon j'y vais. Quatrième famille de produits qu'il faudrait supprimer, tout ce qui est sucre raffiné. Alors on va faire simple, on va dire que vos seuls apports en sucre devraient provenir des fruits et des céréales complètes. Voilà. Tout le reste, hop, vous pouvez considérer qu'il faudrait le supprimer ou au minimum le réduire. Alors vous pouvez garder un sucre dans votre café si vous voulez, vous pouvez garder un peu de confiture, vous mettre dans un skir, mais tout le reste, tout sucre qui pourrait venir de biscuits, de gâteaux ou je sais pas quoi, il faut essayer de supprimer tout ça. Catégorie suivante, l'alcool. Ça c'est difficile, surtout pour les amateurs d'alcool, moi j'adore le vin. Donc il faut limiter au maximum l'alcool. À la limite, un verre de vin rouge peut apporter certains antioxydants, mais la bière par exemple n'a aucun intérêt. Mais alors aucun intérêt. Donc limitez au maximum vos consommations d'alcool. Si c'est possible, restreignez-les à la consommation de vin rouge, et encore pas trop. Et tout le reste, vous éliminez. Et enfin, dernière chose, tout ce qui est polluant. Alors là, évidemment, la famille est vaste, entre les nitrates qu'on a dans l'eau, l'arsenic qu'on a dans les poulets industriels, les pesticides qu'on a dans tous les légumes. Tout ça, il faut essayer de limiter, ce qui veut dire, si c'est possible, parce que c'est un surcoût qui n'est pas négligeable, essayer de manger bio. Essayez de manger bio autant que possible. Parce que tous ces produits qu'on ingère et dont le corps humain n'est absolument pas capable de traiter, puisque on est le résultante de plusieurs milliers d'années d'évolution, et là, en quelques décennies, on en a collé plein dedans, et on espère qu'il est capable de l'éliminer. En vrai, c'est pas tout à fait le cas, c'est probablement pas le cas, et c'est absolument pas bon, principalement pour le cerveau, on s'en doute, et certainement pour des tas d'autres organes. Donc, tous les produits chimiques, il faut essayer de les supprimer. Et j'inclus dedans tout
tout ce qui est bien sûr colorant alimentaire et tout ce qui est aspartame. L'aspartame, c'est chimique. L'aspartame, c'est un truc que votre corps ne sait pas éliminer. Alors, ça ressemble à du sucre, ça vous fera pas grossir comme le sucre, et c'est quand même pas très bon. Donc, l'aspartame, comme le reste, doit être éliminé. Voilà, si déjà vous avez enlevé tout ça, ou extrêmement réduit tout ça de votre alimentation, vous pourrez presque vous arrêter là. La suite, c'est que du gadget. Mais on va quand même aborder le sujet suivant, les protéines. Passé 50 ans, il convient d'augmenter son apport en protéines pour lutter contre la fonte musculaire. Alors, les protéines se trouvent sous plusieurs formes. La principale qui nous met tous à l'esprit, c'est la viande rouge. Malheureusement, la viande rouge est suspectée de favoriser certains cancers et d'augmenter le taux de mauvais cholestérol. Donc, il ne faut pas bannir la viande rouge de votre alimentation, il faut juste en manger peut-être qu'1 ou 2 fois par semaine et choisir une viande peu grasse. Une autre source de protéines, c'est le poulet ou la dinde, les viandes blanches, qu'il faut manger sans la peau, et de préférence soit des poulets fermiers, soit encore mieux des poulets bio. Car l'alimentation des poulets des poulets industriels, contient de l'arsenic, afin de lutter contre les parasites des poulets. Et évidemment, le poulet mange l'arsenic, vous mangez le poulet et vous récupérez l'arsenic. Donc l'idéal, c'est de manger du poulet bio. Par contre, il n'y a pas de contre-indication, a priori. Donc le poulet, vous pouvez en manger 4-5 fois par semaine si vous avez envie. La troisième source très intéressante de protéines, ce sont les œufs. Alors, l'œuf est un super aliment. Par contre, 2 jaunes d'œufs suffisent à vous apporter votre niveau de cholestérol quotidien recommandé. Ça veut dire qu'il faut se limiter peut-être à 6 œufs par semaine ou 6 œufs plus 6 blancs. Par exemple, vous pouvez faire une omelette avec 2 œufs complets et 2 blancs d'œufs. L'autre source extrêmement importante de protéines, ce sont les poissons gras. Les poissons gras, c'est bourré d'oméga 3, c'est très bon pour le cerveau, c'est une très bonne source de protéines, c'est une très bonne source de lipides. Donc, c'est quoi les poissons gras? Ce sont les sardines, les maquereaux, les saumons, les thons, les espadons. Seul problème, c'est que les gros poissons, donc les saumons, les thons et les espadons, contiennent des métaux lourds. Donc, il faudrait plutôt privilégier les sardines et les maquereaux que les autres. Par contre, il faut en manger au moins 4 fois par semaine. Donc, si vous aimez vraiment le saumon et le thon, vous pouvez faire 1 fois saumon, 1 fois thon et puis 2 fois sardine. Mais c'est très important d'inclure ces protéines-là dans votre alimentation. Autre source de protéines, ce sont les protéines végétales. Alors, les protéines végétales, ce sont les lentilles, les haricots rouges, les pois chiches. Par contre, le problème des protéines végétales, c'est qu'elles ne disposent pas de tous les acides aminés qui se trouvent dans les protéines animales. On les considère donc comme des protéines moins performantes. Elles doivent être complémentées avec des céréales. Par exemple, des céréales complètes. Par exemple, vous mangez riz complet, lentilles, pourquoi pas. Ou pâtes complètes, pois chiches. Tout ça dans le même repas afin de compléter la protéine pour que la protéine animale ait la même performance que la protéine végétale ait la même performance que la protéine animale. Une autre source de protéines, c'est les yaourts. Alors, non, c'est pas les yaourts. C'est un type de yaourt, le skyr, qui est en fait un yaourt très chargé en protéines et très peu chargé en lipides. C'est à peu près le seul. Les autres yaourts, c'est pas la peine, ni même les yaourts grecs qui sont pas suffisamment protéinés. Donc le skyr, vous pouvez en manger de temps en temps. C'est une bonne source de protéines. La dernière source de protéines intéressante que tous les bodybuilders connaissent, c'est la whey. La whey, c'est une protéine extraite du lait aussi, qui est vendue sous forme de poudre, qui est extrêmement concentrée. Et si vous faites de la musculation, vous pouvez prendre de la whey. Voilà, les protéines, elles doivent être consommées 2 fois par jour, aux 2 principaux repas. Et il vaut mieux éviter
la viande rouge le soir. Donc pour le soir, les œufs au poulet et puis tout le reste le midi. Pour les lipides, c'est extrêmement simple, il suffit d'éliminer tous les lipides d'origine animale, sauf les poissons gras. C'est-à-dire tout ce qui est beurre, tout ce qui est yaourt, tout ce qui est fromage, tout ça, hop, vous ne consommez plus, et vous remplacez par de l'huile d'olive, des oléagineux, donc les noix, les noisettes, les amandes, les noix de cajou, les noix du Brésil, par des avocats, qui sont des bons apports en lipides, et par les poissons gras, qui sont de très bons apports en lipides. Quant enfin aux acides gras trans, je ne sais même pas pourquoi j'en parle. Les acides gras trans, ce sont les acides gras qui sont utilisés par l'industrie dans les barres de chocolat, dans les biscuits, dans les pâtes à tartiner. Alors tous ces trucs-là, de toute façon, qui sont des produits ultra transformés, on n'en mange plus du tout. Là, il ne faut pas réduire, il faut carrément tout enlever. Il faut savoir que les acides gras trans, ça n'existe pas dans la nature. C'est des acides, c'est des lipides qui ont été modifiés par l'industrie afin de leur apporter des propriétés qui les arrangeaient, quoi. En gros, avoir une barre de chocolat qui ne va pas fondre à 30 degrés alors qu'elle devrait fondre à 30 degrés. Donc tout ça, il ne faut plus le manger, c'est absolument pas bon pour la santé, ça n'a aucun intérêt, à part le goût à la limite, mais il faut retirer tout ça. Voilà, c'est extrêmement simple pour les lipides. Les glucides, c'est encore plus simple, hein. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il suffit maintenant de limiter vos apports en glucides aux fruits et aux céréales complètes. Tous les autres glucides, eh ben vous les éliminez. Ouais, mettre un peu de confiture dans votre skyr, ça ne sera pas la fin de la vie, mais d'une manière générale, si vous vous limitez à ces deux types de glucides, vous êtes tranquille. Alors cette alimentation que je viens de vous décrire et qui peut se résumer à peu près en 4 points, des protéines choisies en fonction de leurs bienfaits, le remplacement des lipides animaux par les lipides végétales, à l'exception des poissons gras qui eux sont extrêmement bons, beaucoup de fruits et beaucoup de légumes. Voilà. En gros, si on doit synthétiser l'alimentation optimale, c'est ça. Ce à quoi il faut s'intéresser maintenant, c'est les antioxydants. On ne peut pas parler d'alimentation anti-âge sans aborder le sujet très particulier des antioxydants. Lorsque l'on respire, l'oxygène qu'on inspire va être utilisé par le corps pour générer l'énergie dont il a besoin, et ce processus chimique va générer également des déchets, appelés radicaux libres, qui vont être ensuite retraités par le corps. En vieillissant, le processus de traitement de ces radicaux libres est moins efficace, raison pour laquelle il faut absolument apporter à notre corps des antioxydants. Alors, les antioxydants sont nombreux. Et pour chaque antioxydant, on va avoir certains aliments qui vont permettre de compléter cet antioxydant qui va nous faire défaut. Donc, je vais vous afficher ici la liste des antioxydants principaux. Et ensuite, à vous d'aller chercher sur Internet quels sont les aliments qui font partie du régime que j'ai défini. Principalement, ce sont des fruits de toute façon ou des légumes ou des protéines et qui vont permettre de vous assurer que tous ces antioxydants, au moins une fois tous les 2 jours, vous avez l'apport des nutriments qu'il faut pour fournir à votre corps ces antioxydants. Ce qui veut surtout dire qu'il va falloir manger varié, aussi bien sur les fruits que sur les légumes. Vous n'allez pas pouvoir vous dire je mange des pommes et des haricots verts tous les jours et je suis bon. Non, ça ne marchera pas parce qu'il va vous manquer des tas d'antioxydants. Alors les antioxydants les plus connus et les plus importants, il n'y en a pas qui sont plus importants que d'autres, mais ceux qui sont connus par exemple pour la souplesse de la peau et qui sont très bien étudiés depuis longtemps, c'est la vitamine A, la vitamine C, la vitamine E, la coenzyme Q10, le zinc, les polyphénols et les flavonoïdes. Ces 7 antioxydants, eh bien, il faut s'assurer, au moins une fois tous les 2 jours, vous allez manger un des nutriments qui permet à ces antioxydants d'être dans votre corps.
À ça, vous pouvez ajouter encore 3 antioxydants qui sont assez importants parce qu'ils préviennent du cancer ou aident votre cerveau à fonctionner mieux. C'est le sélénium, toutes les vitamines B, mais principalement la B2, et les caroténoïdes. Voilà, il y a d'autres antioxydants. Je vous invite à chercher sur internet la liste des antioxydants et quelles sont leurs fonctions. Il y en a peut-être qui sont pour vous plus intéressantes que d'autres. L'idéal, c'est d'essayer de les complémenter toutes et d'avoir une alimentation extrêmement équilibrée. Alors évidemment, comme vous allez voir que ce sont quasiment toutes des vitamines ou des minéraux, vous allez être tenté évidemment de vous dire je mange n'importe quoi et je vais prendre des vitamines à côté. Alors c'est pas une mauvaise idée, mais attention, les vitamines ce ne sont pas des bonbons et il peut y avoir des effets indésirables et contre-productifs à être surdosé dans une vitamine. Donc faites attention à bien équilibrer votre repas. Le mieux c'est de ne pas trop vous complémenter en vitamines, et le faire quand même si vous en avez besoin, et de varier votre alimentation pour essayer de couvrir tous vos besoins. Il existe un régime alimentaire qui permet de retarder l'apparition d'Alzheimer. Ce régime, c'est le régime MIND. Il a été créé par une épidémiologiste américaine. Il est complètement compatible avec tout ce que j'ai dit jusqu'à présent, c'est-à-dire qu'en gros, il faut éliminer tous les produits transformés, tous les produits trop gras, le cholestérol, ainsi de suite. Il met l'accent sur quelques produits. Par exemple, il recommande de boire une tasse de thé vert tous les jours, de boire 3 cafés expresso et pas plus, et de mettre en avant les légumes verts à feuilles et les choux. Et dans la limite du possible, supprimer totalement les viandes rouges. Voilà, donc si vous êtes intéressé par ce régime et surtout par les produits le type de végétaux qu'il recommande, je vous invite à aller jeter un œil et d'adapter dans votre alimentation, d'insérer dans votre alimentation ces produits. Un des points qu'il nous faut maintenant aborder, c'est le cholestérol. Le principal problème que l'on a avec le cholestérol, c'est que d'un côté, on nous dit qu'il faut diminuer son taux de cholestérol parce qu'il est dangereux et qu'il peut provoquer des problèmes cardiaques. Et de l'autre côté, malheureusement, le cholestérol est totalement nécessaire à la production de stéroïdes comme la testostérone ou l'hormone de croissance. Donc, il est donc nécessaire de trouver le juste équilibre entre la quantité de cholestérol que l'on peut ingérer sans mettre son corps en danger, tout en permettant la production optimale d'hormones stéroïdiennes. Alors j'imagine que là, pour trouver le bon niveau, ça va être extrêmement compliqué. Il faudrait avoir une consommation régulière de cholestérol, puis aller faire des tests, voir un médecin, pour savoir si on est très en dessous ou un peu au-dessus, où on se trouve par rapport à la limite, et puis régler jusqu'à trouver l'alimentation optimale. En tout cas, ce qui est certain, c'est que il ne faut pas entièrement bannir le cholestérol de votre alimentation. Il me reste une dernière information à vous donner, et je n'ai pas su vous la mettre dans cette vidéo avant, donc je vous la donne maintenant. C'est qu'il est très important de ne pas manger de glucides le soir. Donc le repas du soir doit être simplement des protéines, pas trop, avec des légumes, en gros c'est tout, pas de fruits surtout. Moi comment je procède pour gérer ça, j'ai remis en place un repas que je fais à 18h quand je rentre du boulot, où c'est un peu le repas plaisir, où je vais pouvoir manger par exemple un fruit ou un morceau de chocolat, voire les deux, ou un skyr avec de la confiture. Et ensuite, passé ce repas, j'attends le repas du soir où je vais faire un repas extrêmement léger. Et ensuite, j'ai plus qu'à aller me coucher. Et le lendemain matin, mon premier repas, par exemple, là, je charge en glucides un bon coup en mangeant beaucoup de fruits. Voilà, je crois que je vous ai tout dit, vous savez tout. Il me reste juste à vous rappeler qu'à 50 ans, on est plus près de la fin que du début et que c'est maintenant qu'il faut décider comment vous voulez terminer. Bon courage, à bientôt.